Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau.
C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive.
Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique. Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil, et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, où vivaient les premiers êtres humains. Les incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé, et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour pouvoir survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Cela s'est produit dans l'amas Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies.
Selon les scientifiques, la déflagration était égale à 20 milliards de milliards, soit 18 zéros d'explosions mégatonnes se produisant à raison d'une fois par milliseconde pendant 240 millions d'années. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes se produisaient fréquemment, environ 2 par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes martiens ont été détectés. Ce sont les premières secousses sismiques détectées sur un autre corps spatial que la Terre ou la Lune. La mission a également permis de révéler un autre phénomène mystérieux en captant d'étranges pulsations magnétiques. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. La source de ces impulsions n'a toujours pas été clarifiée à ce jour. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle compte environ plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre? Qui pourrait l'oublier? Il y a peut-être eu un autre show galactique qui s'est mal terminé pour au moins 75% de la vie sur notre planète. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite aux alentours de 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques qu'elle a envoyés ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. C'est ce qu'on appelle un voisinage difficile. Beaucoup de gens aimeraient voler dans l'espace. La pesanteur, la vue imprenable sur la Terre d'un côté et la zone noire incroyablement effrayante de l'autre. Oui, tout cela est super, mais n'oublie pas que ce voyage peut se transformer en cauchemar. Manque d'oxygène, flotter dans l'espace et rester dans un vaisseau spatial pendant une longue période sans savoir quand tu pourras rentrer chez toi. C'est ce qui est arrivé à un astronaute russe. Son séjour dans l'espace est l'un des plus longs au monde. Sergueï Krikalev, 33 ans, ingénieur spatial, a passé 311 jours en apesanteur dans la station spatiale Mir. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante de cette histoire. Le long voyage de Sergueï a commencé le 18 mai 1991. Ce jour-là, il a embarqué dans un vaisseau de transport et est parti dans l'espace vers la station spatiale Mir. Le 20 mai, le processus d'amarrage à la station s'est déroulé. Là, en compagnie d'un autre ingénieur, Sergueï a rempli ses fonctions dans l'espace. Ils sont sortis plusieurs fois à l'extérieur, ont effectué des réparations, se sont occupés de la station et ont mené des expériences scientifiques. Quand on a de la compagnie et beaucoup de travail, vivre dans l'espace n'est pas si difficile. Mais les choses se sont gâtées le jour où Sergueï était censé rentrer chez lui. Selon le plan, la mission aurait dû durer 5 mois. Un nouvel astronaute était censé remplacer les anciens. Le vaisseau de transport s'était finalement amarré à la station. Mais le 10 octobre, un seul astronaute est revenu sur Terre. Sergueï est resté seul dans la station Mir. Il a continué à travailler en tant que seul ingénieur de vol de l'équipage. La station ne pouvait pas rester seule. Ils ont dû envoyer quelqu'un pour le remplacer. Il n'était pas prêt pour un si long séjour dans l'espace. Il ne s'était pas entraîné pour cela. Mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas quitter la station comme ça. 1 mois s'est écoulé. Ils ont informé Sergueï qu'il rentrerait bientôt chez lui, mais quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Le 25 décembre 1991, c'était la chute de l'URSS. Ils ont contacté Sergueï et lui ont dit qu'il ne pouvait pas revenir dans son pays, puisque le pays qui avait promis de le ramener chez lui n'existait plus. En effet, pendant ce temps, une grande crise avait éclaté en Russie. Le retour du cosmonaute était impossible, car personne n'avait l'argent pour le faire. Imagine la situation de Sergueï. Tu es à des centaines de kilomètres de chez toi, dans l'espace noir, complètement seul, et tu n'as aucune idée du nombre de jours qu'il te reste à passer là-bas. Les jours s'écoulaient lentement, les semaines, puis le mois a passé. Cela aurait été beaucoup plus facile si être dans l'espace n'était pas dangereux pour la santé. Mais dans des conditions d'apesanteur, le corps humain subit de sérieux dommages. D'abord, il y a un affaiblissement des muscles. Le corps ne reçoit pas la charge nécessaire dont il a besoin, et les muscles sont constamment dans un état de relaxation, ce qui entraîne une dystrophie. Certes, les astronautes font une série d'exercices tous les jours, mais cela ne suffit pas à maintenir le corps en forme. En plus des muscles, les os commencent à s'affaiblir, et la personne devient faible. Même après 6 mois de ce genre de vie, tout astronaute a besoin de beaucoup de temps pour retrouver sa forme antérieure après son retour chez lui. De plus, il y a énormément de radiation dans l'espace, ce qui est dangereux pour les gens. Elles proviennent de plusieurs sources à la fois. La principale radiation provient du Soleil. Sur Terre, nous sommes protégés de ce rayonnement grâce au champ magnétique de la planète.
presque tous les rayonnements s'accumulent dans la haute atmosphère et ne nous atteignent pas. Cette accumulation de rayonnements dans l'atmosphère est néfaste pour les astronautes. Mais le pire rayonnement est celui de la galaxie. Il provient d'étoiles et de galaxies lointaines et a un effet puissant sur tous les êtres vivants. Les radiations provoquent de nombreuses conditions défavorables et détruisent l'organisme au niveau cellulaire. Aujourd'hui, tous les vaisseaux spatiaux et l'ISS sont équipés de boucliers et de revêtements qui réfléchissent les radiations. Mais cela n'offre toujours pas une protection à 100%. Dans l'espace, le système immunitaire de l'astronaute change. Il n'existe aucune condition dans laquelle le système immunitaire pourrait s'améliorer. Apparemment, l'absence de nombreuses bactéries et microbes n'a rien d'anormal. Mais les défenses de l'organisme s'affaiblissent. La personne devient plus vulnérable aux microbes qui peuvent être apportés par un autre astronaute. Tu as aussi de sérieuses restrictions alimentaires. La nourriture dans les tubes ne contient pas autant de vitamines utiles que dans les produits naturels. Sans vitamines, le corps s'affaiblit encore plus. Et parfois, les astronautes doivent faire des sorties dans l'espace, ce qui n'est pas facile. Une combinaison spatiale est une tenue énorme et inconfortable. Elle contraint tes mouvements et exerce une pression sur ton corps. Le travail dans l'espace peut durer jusqu'à plusieurs heures. Pendant ce temps, tu transpires énormément. L'un des filtres de la combinaison peut être cassé et tout le liquide libéré par le corps peut se répandre dans la combinaison et atteindre ton visage. Tu peux avoir les yeux humides. Les gouttes perturbent ta vision. Des milliers de dangers peuvent guetter un astronaute lors d'une mission dans l'espace. Imagine que tu fais des réparations et que quelque chose ne va pas. La clé à molette saute du boulon et elle s'envole par exemple. Tu essaies de l'attraper et tu t'éloignes sans t'en apercevoir du vaisseau. Tu attrapes le boulon, mais ton corps s'envole déjà. Tu n'as rien à quoi te raccrocher. Mais heureusement, tu as une corde de sécurité. Mais elle peut se détacher de ta combinaison spatiale parce que tu l'as mal fixée. Dès que la corde se casse, ton corps change d'angle de vol. Maintenant, tu ne te contentes pas de t'envoler, ton corps tourne à cet instant. La Terre et l'espace noir défilent dans tes yeux. Donc, tu as compris, il existe vraiment des gros risques. Mais rien de tout cela n'est arrivé à Sergueï. Tous les astronautes passent de nombreuses heures à s'entraîner pour être prêts à affronter n'importe quel problème. Ils acquièrent une bonne forme physique et la perdent pendant la mission. Ajoute à tout cela le facteur psychologique. Ton corps s'affaiblit, tu ne peux pas respirer d'air frais, tu ne peux pas voir tes amis et tu n'as pas la possibilité de rentrer chez toi. Une petite couche de parois te sépare du vide froid de l'espace. Tout cela provoque du stress qui affaiblit également l'immunité et nuit au système nerveux. Heureusement, les astronautes suivent également un entraînement psychologique sérieux. Ils sont capables de garder leur sang-froid dans les situations les plus stressantes. Mais lorsque tu es seul dans l'espace pendant plus de 6 mois et que tu ne sais pas quand tu vas revenir, tu peux devenir sérieusement nerveux. Heureusement, Sergueï n'a pas paniqué. Il a accompli ses tâches quotidiennes, s'est entraîné et, bien sûr, s'est ennuyé de son foyer. 1 mois plus tard, il a reçu la même réponse. Nous ne pouvons pas encore te faire revenir. Le pays est dans une situation difficile. Il se sentait plus mal chaque jour. Ses forces le quittaient. Il n'était pas sûr de pouvoir survivre. Le plus intéressant est que la station avait une capsule développée pour retourner sur Terre. Mais Sergueï ne l'a pas utilisée car personne n'aurait alors fait tourner la station. La Russie a vendu les postes de la station à d'autres pays. Ils espéraient aussi vendre Mir. Sergueï devait donc continuer à faire fonctionner la station. La mission de Sergueï a duré 2 fois plus longtemps que prévu. Par conséquent, il a passé 10 mois ou 311 jours dans l'espace et a établi un record mondial. Pendant cette période, il a fait environ 5000 fois le tour de la Terre. Et enfin, il a reçu le message tant attendu. Il rentrait à la maison. L'Allemagne avait payé environ 24 millions de dollars pour un billet vers la station. Ils allaient remplacer l'astronaute. Krikalev est monté dans la capsule et s'est envolé vers la Terre. Beaucoup de gens attendaient son retour ici. Le cosmonaute a atterri et tout le monde s'est précipité pour l'aider. Il avait l'air très maigre, en sueur et épuisé. 4 hommes l'ont aidé à sortir de la capsule. Ils l'ont aidé à se maintenir debout, lui ont donné un manteau de fourrure et lui ont apporté un bol de bouillon. On pourrait imaginer qu'un vol pareil laisserait une empreinte sur sa vie à jamais. Mais le cosmonaute était d'excellente humeur. 2 ans plus tard, il est retourné dans l'espace et est devenu le premier cosmonaute russe à voler sur une navette de la NASA. Et 2 ans plus tard, il a été l'un des premiers à vivre sur l'ISS. En 2005, il a effectué son 6e et dernier vol. Il est allé à l'ISS où il a passé environ 6 mois, après quoi il est rentré chez lui à bord de la navette.
Après ce vol, il a établi un record mondial pour la durée totale de séjour dans l'espace, soit 803 jours. Seulement 10 ans plus tard, quelqu'un a réussi à battre ce record. Mais c'est une autre histoire.